Salut à tous et toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu, c'est sûr. Et on se retrouve donc pour faire le bilan de l'année. Mais nous ne faisons pas le bilan de n'importe quelle année, puisque cette année on commence les années 2020. Et si on faisait un petit bilan? Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des films de la décennie. Alors il faut toujours rappeler, ce top est purement personnel et subjectif. Là j'ai même pas essayé d'être objectif, j'ai juste pris les films que j'ai le plus aimé. Vous ne trouverez pas dans cette liste des films de 2019 parce que je trouve que j'ai pas assez de recul encore, mais cependant je vous donnerai mes quelques films préférés de l'année en fin de vidéo. Et juste avant qu'on commence, cette vidéo est complémentaire d'une autre vidéo qui sortira juste après ou qui va bientôt sortir, pour faire un bilan un peu de la chaîne. Donc voilà, top 10 des films des années 2010. Donc d'abord juste en pagaille quelques films qui auraient pu être dans ce top 10 mais qui n'y sont pas du coup. Alors pour citer comme ça, je regarde ma liste. On cite The Social Network, Fincher, classique, Whiplash, First Man, Premier Contact, un de mes gros kiffs de SF récents, Inception évidemment, Pacific Rim parce que c'est clairement un de mes blockbusters préférés, Les Gardiens de la Galaxie. Alors, Les Gardiens de la Galaxie c'est un film que j'apprécie moyennement, mais en fait c'est le film qui m'a fait lancer cette chaîne, du coup je l'ai gardé quand même, il m'a marqué. Fast and Furious 7, clairement, qui sort de nulle part. Leto qui était sorti l'an dernier, qui est un film russe, j'en ai déjà parlé dans mon bilan de l'an dernier, je l'avais mis 3 ou 4ème, si vous voulez aller voir. The Big Short, The Nice Guys, Logan, Mad Max Fury Road, parce que c'est plus objectivement sans doute le meilleur film d'action des années 2010. Je peux aussi citer Seul sur Mars. Je cite Rogue One, parce que Disney a pas fait que du bien à l'univers Star Wars, mais il a fait Rogue One, qui est clairement un incroyable film. Et enfin, dans le dernier de ma liste des mention honorable à peu près, j'ai mis Black Clansman, qui était vraiment très cool et très très bon. Sans plus d'attente, on va passer au top 10. Numéro 10. Really? Blow dart in my butt cheek. Vaiana. Parce que c'est ce que Disney a fait de mieux durant cette décennie. Clairement, j'ai adoré Vaiana. J'ai vu peu de films Disney des années 2010 au final, mais clairement, Vaiana est sorti du lot. Déjà par son ambiance, par sa direction artistique, parce que techniquement il est très très abouti, mais c'est le cas de tous les dessins animés Disney désormais, hein, mais clairement les chansons sont très cool, sont très mémorables, et c'est franchement le Disney, si je dois garder un Disney classique de cette décennie, c'est Vaiana. La Reine des Neiges est sympathique, mais je l'ai peu appréciée. Numéro 9. I don't think he's ever had an original thought. That's not true. Introducing the double-decker couch. So everyone could watch TV together and be buddies. That is literally the dumbest thing I've ever heard. Let me handle this. That idea is just the worst. La grande aventure Lego. Ce film est incroyable. Ce film a parlé profondément à l'enfant en moi qui adore les Lego. Je sais pas si vous voyez, là, il y en a un juste là, il y a une boîte de Lego juste derrière. J'adore les Lego, c'est toute mon enfance, c'est la créativité à l'état pur. Et ce film a rendu parfaitement hommage à ça. Et clairement, c'est un film qui fait beaucoup de références, mais celles que j'ai eues, celles que j'ai chopées, m'ont marqué. Et l'animation est folle et aussi artistiquement, il est très très abouti. Cette façon de reprendre un peu l'esthétique stop motion en faisant de la vraie animation, ça rend à la fois hommage à tous ceux qui ont fait leur petit stop motion avec les Lego, mais aussi ça donne un cachet immense au film et une sensation de jamais vu dans cette qualité-là. Numéro 8. She will kill anything that moves. Oh god. Jurassic World. Ça, il y a du débat là-dessus. Il y a les pros et les anti-Jurassic World. Et moi, je fais partie des pros Jurassic World. Je trouve, même dans le 2, la saga Jurassic World est d'une intelligence. Elle est vraiment passionnante à analyser, notamment le premier, qui est une critique du blockbuster hollywoodien actuel, ce qui est déjà très couillu, mais qui en plus est, genre vraiment, c'est de la nostalgie bien amenée, contrairement à Star Wars et Disney.
C'est de la nostalgie dans les clins d'œil. Tu t'arrêtes pas pour... Enfin si, tu t'arrêtes parce que c'est la saga Jurassic Park et tu t'arrêtes pour t'émerveiller. Mais contrairement à Star Wars 7 par exemple, tu t'arrêtes pas, le film ne s'arrête pas pour montrer un détail qui est nostalgique. Comme par exemple, je prends la scène de Finn dans Star Wars 7, qui fout des trucs et qui tombe sur la boule d'entraînement de Luke. Ça, c'est arrêter l'histoire pour faire un clin d'œil. Jurassic World ne fait pas ça. Jurassic World est beaucoup plus intelligent. Et le meilleur exemple, c'est un gros clin d'œil au fait que le T-Rex prenne sa revanche sur le Spinosaure. Si vous connaissez pas trop le film, je suis sûr que vous n'y avez pas fait attention. Dans Jurassic Park 3, le T-Rex se fait terrasser par le Spinosaure et ça a beaucoup fait rager les fans. Alors dans Jurassic World, quand le T-Rex s'échappe, quand Claire le laisse partir, il explose un squelette en passant, et c'est un squelette de Spinosaure. C'est-à-dire, le clin d'œil. T'as pas le clin d'œil, la scène marche. C'est une scène badass où le T-Rex éclate tout. C'est ça, une bonne référence pour faire un bon clin d'œil. C'est un clin d'œil que même si tu l'as pas, c'est pas très grave, et ça fait pas de pause, il n'y a pas de moment où tu dis « Ah, mais il fait clin d'œil à quoi là ?» Non, c'est juste une scène impressionnante. Numéro 7. It's about finding out who you are. You gotta tune in, man. You guys wanna try a little telepathic stuff? Do it. Lock in. What am I thinking about? Baseball. Having a tail. Cereal. Just thinking about sharks. Sharks have tails. It's a good point. It's a good I point. wish I had a tail. Yeah. That'd be awesome. Everybody Wants Some, de Richard Linklater. J'ai fait il y a quelques années déjà, 2 ans déjà, une vidéo sur Richard Linklater où je clamais mon amour pour ce réalisateur et pour ses films, notamment Everybody Wants Some. Et Everybody Wants Some m'a ouvert à tellement de choses. Il m'a fait m'intéresser au cinéma de Richard Linklater, qui m'a fait m'intéresser au cinéma indépendant américain en général un peu plus que ce que je m'y intéressais avant. Et clairement, c'est un des films qui m'a ouvert sur le cinéma. Même si le film en lui-même est pas incroyable, j'ai souvent dit que c'était un de mes films préférés. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à le revoir, donc ça me fait un peu chier. Mais Everybody Wants Some, c'est un petit feel-good des années 80. Si vous l'avez jamais vu et que vous voulez le découvrir, franchement, pour passer une petite soirée tranquille, c'est parfait. Et Richard Linklater a vraiment reproduit les années 80 de manière plus que visuelle. Il a reproduit même sensoriellement ça. Ça sent les années 80, c'est les années 80. Et notamment le fait que la plupart du casting qui doit jouer des jeunes entre 18 et 23 ans ont plus de 25 ans, voire 30 ans tous. Et c'est un truc qui se faisait beaucoup dans les années 80-90, parce que souvent ces acteurs savent mieux jouer aussi quand ils sont un peu plus matures. Mais des vieux qui jouent des jeunes adolescents, ça s'est fait beaucoup. Et du coup, ça va au-delà de la simple reproduction visuelle, c'est même sensoriellement nous faire ressentir un film comme les années 80. C'est pour ça que j'aime beaucoup Everybody Wants Some, et que clairement c'est un des films qui m'a le plus marqué de cette décennie. Juste en termes de marquage, il devrait être beaucoup plus haut. Mais aujourd'hui, le fait que j'ai du mal à le revoir, parce que je l'ai trop vu peut-être, ou parce que j'ai atteint l'âge que sont censés avoir les personnages, et j'ai vécu un peu cette vie étudiante déjà, et peut-être que ça me fait chier maintenant de la voir, je préfère la vivre directement. Numéro 6. We must confront the reality of interstellar travel. Murph, I love you. Forever. I'm coming back. Interstellar. Là aussi, il y a du débat sur Interstellar, un peu quand même. Il y en a qui aiment pas du tout Interstellar. Moi, je trouve vraiment que c'est le film de science-fiction, grand spectacle et grand message de notre génération. Obligé de le comparer à ça. Pour moi, c'est le 2001 de notre génération, mais beaucoup plus ouvert au public. Parce que 2001, ça restait un truc quand même d'initié à l'époque, c'était pas non plus... c'est pas Star Wars, quoi. Alors que Interstellar, clairement, c'est un film qui a marqué les gens, qui a attiré les gens en salle, parce que c'est Christopher Nolan, et que Christopher Nolan, des fois, fait des très bons films. Non, je rigole, il y a juste Dunkerque qui est vraiment pas très bon. Et sinon, le reste, ça va. Le reste de ce que j'ai vu, ça va en tout cas. Et du coup, je suis obligé de le mettre là, parce que c'est... J'ai été le voir au cinéma. Ça m'a marqué. La séance m'a marqué. La séance au cinéma m'a marqué. Je l'ai vu beaucoup de fois depuis. Et ouais, Interstellar, c'est complètement incroyable.
C'est de la grande SF, un message très simple. Et avec des concepts de science-fiction déjà vus, certes, mais ça marche tellement bien. Il y a quelques trucs très créatifs. Par contre, je me souviendrai toujours dans la séance, le moment où il y a le personnage de Matt Damon qui arrive, je m'y attendais pas du tout, parce qu'il n'avait pas été spoil justement, enfin, ça avait été dit nulle part qu'il y avait Matt Damon, et tout d'un coup Matt Damon arrive, c'est le choc. Je dis, mais c'est Matt Damon. C'est Matt Damon ou c'est pas Matt Damon? Mais si, c'est lui. Voilà, ça a fait cet effet, je pense que ça a fait cet effet à tout le monde au premier visionnage en vrai, tu sais pas qu'il y a Matt Damon à l'origine. Et bon, c'est un petit moment qui a sorti un peu du film, mais ouais, Interstellar, pour tout ce que ça m'a marqué et tout ce que ça m'a fasciné, 6ème place. Numéro 5. Together, strong. War, it's not what you want. There must be another way. War has already begun. La planète des singes, l'affrontement. Alors je mets l'affrontement, mais honnêtement j'aimerais mettre la trilogie dans ce top 10. La nouvelle trilogie de la planète des singes qui est lancée par Rick Jaffa, Amanda Silver et Matt Reeves, qui est arrivé au deuxième film. Le premier est encore un peu en retrait, reste plus un bon divertissement qu'autre chose. Le troisième est une bonne conclusion, mais finalement il m'a pas trop marqué, alors que clairement l'affrontement, je saurais pas trop dire ce qui m'a marqué. Si c'est le fait que ce soit un film d'action extrêmement couillu, où il y a très peu de scènes d'action, et la plupart du film en langage des signes, ou même son message qui est assez basique, qui est globalement l'acceptation, comme ça a été dans toute la saga La planète des singes. D'ailleurs, saga originelle des années 60-70 que j'ai découvert cette année, qui est très cool. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre aussi La planète des singes, l'affrontement, d'où ça vient, quelles sont les origines de cette nouvelle trilogie en général, encore une fois, mais là je parle surtout de l'affrontement. Mais aussi l'affrontement, c'est couillu comme blockbuster, je veux dire, il n'y a que des choix qui ont porté leurs couilles. Comme le fait que la merde, par exemple, enfin, souvent dans les films comme ça, la merde, enfin, le problème, viennent des humains, quand il y a des humains contre notre truc. Mais pas dans ce film. Dans ce film, c'est les singes le problème. C'est les singes qui amènent le problème. Les humains sont un problème, mais une réaction normale et compréhensible à la merde foutue par les singes. C'est ça qui a fait un truc très intelligent et assez surprenant aussi. Les humains sont pas les méchants. Et même Gary Oldman, qui joue le méchant du film, encore une fois, mais il est pas vraiment méchant. C'est juste, il est prêt à faire ce qu'il faut pour défendre les siens. Et les singes sont exactement pareils. Et ouais, c'est un film très intelligent, La planète des singes, l'affrontement. C'est pour ça qu'il est 5ème des films de la décennie. En numéro 4, je sais pas si je suis tombé amoureux de ce film à force de le défendre, parce qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur ce film, mais je pense que dès la sortie de la salle de cinéma, je savais que ça allait être un incroyable film. Tell me, do you bleed? You will. Batman v Superman. Tout le monde a son avis sur Batman v Superman. Moi, pour moi, la version cinéma était cool, la version longue est un chef-d'œuvre. Vraiment, Batman v Superman, c'est de l'or en barre. Je comprends pas que les gens n'aient pas aimé. Genre, Zack Snyder, il a tout fait pour donner ce qu'on voulait, et en même temps créer son univers, et en même temps répondre au studio. Il a réussi à faire les trois. C'est un film monstre qui devrait pas hésiter, tellement Zack Snyder devait mettre de choses dans ce film. Il devait d'abord faire une suite à Man of Steel, faire un film Batman, faire un film Superman contre Batman, introduire Wonder Woman, introduire la Justice League,
et mettre Doomsday. Il y avait besoin de au moins 3 films pour ce que le film raconte. Et pourtant, il a réussi à le faire en un film qui, dans la version longue, fait 3 heures, ce qui est plutôt court et qui passe très bien. Et c'est pas juste du divertissement à la con comme Marvel. C'est vraiment... Ça essaie d'être intelligent, de poser des vraies questions sur l'interventionnisme, sur la religion, sur la croyance, sur la politique, sur le lobby des armes, ça pose des questions tellement sur tout que c'est difficile à résumer Batman et Superman quand même. Les gens le résument, c'est Batman contre Superman. Oui, c'est le cœur du truc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, ils se battent pendant 10 minutes. » Et ils se battent pendant tout le reste du film avant, juste de manière idéologique. Mais Batman v Superman a été renié. Parce que les gens veulent pas réfléchir. Alors que moi, je veux réfléchir devant un blockbuster, je souhaite réfléchir devant ça. Et DC Comics m'a apporté cette réflexion. Je suis pro DC Comics au cinéma. En comics, je m'en fous, j'en lis pas. Je suis pro DC Comics en cinéma parce que même si Suicide Squad est un échec et Justice League est une insulte, parce que pour des raisons que Warner a voulu les marveliser, Justice League aussi parce qu'il y a des problèmes de prod, évidemment, Zack Snyder n'a pas pu finir le film. Release The Snyder Cut, now. Qu'est-ce que je veux dire? Mais au moins DC a tenté des choses. Je veux dire, Aquaman, c'est pas une réussite. C'est un peu trop marvelisé. Mais il y a James Wan à la réelle qui a voulu faire ce qu'il voulait, et il a fait ce qu'il a voulu, James Wan, et ça marche quand même super bien, je trouve, Aquaman. Wonder Woman a des problèmes de rythme, mais il y a des scènes incroyables dans Wonder Woman, et c'est le premier vrai film de super-héroïne quand même, réalisé par une femme de plus. Donc c'est vraiment... DC a tenté des choses, et Batman et Superman, c'est que le deuxième film du DC Universe. Mais c'est clairement un niveau que DC n'a jamais atteint, parce que la Warner veut du Marvel. La Warner veut pas diviser les fans, et Marvel ne divise pas les fans. Parce que au pire, les gens ils disent ouais c'était sympa, au mieux les gens ils disent que c'est génial. Mais ça... Batman et Superman, c'est clairement un des films qui va le plus choquer au vu des avis tellement différents. Certains prenaient le chef-d'œuvre, et d'autres l'immense merde, la daube absolue. Ça, vraiment, c'est un des premiers films dont j'ai vécu la sortie qui m'a vraiment me fait rendre compte qu'il y a des opposés mais extrêmes vraiment sur les films, et notamment sur Batman et Superman. Sur Jurassic World c'était aussi le cas d'ailleurs, mais pour revenir qui était numéro 8 du coup. Voilà. Juste une anecdote, le film Batman v Superman, je l'attendais pas trop. J'avais vu le trailer, ça avait l'air sympa, mais je m'en foutais un peu. Jusqu'au mercredi de la sortie. J'étais en cours avec un pote juste avant, et d'un coup, à 8-9h, j'allais le voir dans l'après-midi le film, et j'avais cours le matin, et d'un coup dans le cours j'ai eu une hype immense, et pendant les 4 heures qui ont suivi jusqu'à ce que j'aille le voir, je voulais voir ce film. J'ai eu une immense attente très intense sur un court moment sur ce film, c'était assez étrange, c'est juste une petite anecdote comme ça, et dès que j'étais devant le film, je savais que ce film m'a marqué. Et je l'ai revu plusieurs fois, enfin je l'ai revu 2 fois il me semble, en version longue. C'est toujours aussi incroyable, genre... L'histoire est tellement bien écrite, et à la fois tellement dense, et développe tellement de choses. Je sais pas comment Zack Snyder a fait, mais il l'a fait. Tout ce que j'espère maintenant, c'est pouvoir voir un jour la version de Justice League de Snyder. Peut-être qu'elle sera pas meilleure, mais au moins elle sera sans doute plus intelligente. On rentre dans le top 3. Dans le top 3, il y a 3 films qui sont sortis entre 2014 et 2017. Il y a que des films américains. Je regarde beaucoup de cinéma américain, c'est pour ça qu'il y a que des films américains. Je regarde pas trop de cinéma français, j'avoue. Il y a 2 films plus ou moins d'auteur et un blockbuster. On va commencer en numéro 3. A great fighter once said, "It ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward."
Creed. J'avais pas un grand attachement à la saga Rocky quand Creed est sorti. J'avais vu le trailer de Creed, ça m'avait donné envie. Je me suis fait les Rocky en décembre, Creed sortait en janvier. Je voulais juste voir les Rocky pour aller voir Creed. Quelle claque que je me suis pris! Vraiment, c'est le plus intelligent de toute la saga Rocky. Là aussi, je saurais pas dire ce qui m'a marqué, mais à la fois le respect total de la saga Rocky par Ryan Coogler, à la fois Ryan Coogler qui est vraiment un très très bon réalisateur et sans doute un des meilleurs espoirs de réalisateurs de notre génération. Clairement, c'est le futur des réalisateurs de films de genre, il en fait partie, il est dedans. Parce que Fruitvale Station, son premier film, est très intéressant, mais c'est son premier film, il est un peu maladroit par endroits. Tandis que Creed est un chef-d'œuvre absolu, il n'y a rien qui dépasse dans Creed, il y a tout qui est parfait, il y a tout qui est millimétré, mais à la fois c'est très humain, c'est pas du tout... je dis millimétré, ça pourrait faire c'est un peu robotique froid, non, c'est très humain justement, c'est très proche du personnage. Clairement, Michael B. Jordan et Tessa Thompson dans les rôles principaux sont magiques, c'est aussi des grands acteurs qu'il faudra suivre sur les prochaines années. Michael B. Jordan a déjà une bonne carrière, Tessa Thompson aussi, mais moins flamboyante que Michael B. Jordan au final. Et évidemment, Sylvester Stallone a atteint ici son sommet, c'est le sommet de Sylvester Stallone et à la fois le sommet de Rocky. C'était un magnifique adieu du personnage de Rocky et ça aurait pu être un magnifique adieu de l'acteur Sylvester Stallone à sa carrière. Ça encore, peu importe, mais Creed 2 n'a pas compris ça et a refait revenir Rocky, alors que clairement Rocky, le personnage était fini avec Creed. Avec Creed, le personnage avait atteint le max. Creed 2 lance des sujets intéressants sur lesquels Rocky a pas trop été développé depuis quelques temps, notamment sur la relation père-fils qui s'est perdue avec son fils dans la saga. Mais la fin de Creed, avec ce plan de fin incroyable, où il monte les marches avec Michael B. Jordan, et que Rocky dit d'ici on peut voir toute sa vie, et Michael B. Jordan lui demande alors c'est comment, et Rocky lui répond pas mal du tout, en regardant cette allée qui signifie tout pour la saga Rocky. Cette fin aurait été parfaite pour le personnage. Creed 2 a loupé le coche par rapport à ça, dommage. Mais Creed est un film incroyable que j'aime énormément. Numéro 2. Mom. Have you been partying? A little bit. Oh, okay. Who do you want to be, Mason? What do you want to do? Boyhood. J'ai déjà parlé des David Benjaminson et du coup de Richard Linklater. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo que j'ai faite il y a 2 ans, qui a un peu vieilli. Mais Boyhood, je le mets aussi dans ce top, et CEO, deuxième quand même, médaille d'argent, aussi pour le projet. Mais le projet soutient le film. Le projet, c'est, si vous ne connaissez pas Boyhood, c'est l'histoire de Mason, un petit garçon, qui devient grand après. Et le film a gardé les mêmes acteurs. Le film se déroule, je crois, de ses 6 à ses 18 ans, un truc comme ça, au petit garçon. Et le réalisateur a gardé les mêmes acteurs et a fait le tournage sur 12 ans. Juste pour le projet, il mérite sa place dans le top. Et ensuite, pour tout ce qu'il montre, parce que on peut dire comme ça, ouais, c'est juste des moments de vie, pas trop de sens. C'est un peu le but. Il y a une baisse de luminosité, désolé. C'est un peu le but que ce soit juste des moments de vie. Mais c'est justement, c'est pour montrer la vie, pour montrer les hauts et les bas de la vie, comment... ce qu'est l'enfance, c'est vraiment une description de l'enfance. Et Richard Linklater a eu la très très bonne idée de filmer sur 12 ans du coup, mais surtout de pas écrire tout à l'avance. Comme ça, il s'adaptait aussi à l'époque qui avançait, parce qu'on peut pas prévoir le futur. Quand tu commences à tourner en 2002, ben, la console que tout le monde a, c'est la Game Boy Advance. Il y en a une qui apparaît dans le film d'ailleurs. Mais quand tu finis de tourner en 2013, eh ben, peut-être les mœurs ont changé, la façon de s'habiller a beaucoup changé, la façon de se coiffer, la façon de filmer le monde aussi. Vraiment, le début du film fait très... ça a été tourné en 2002, mais fait très années 90 encore. Tandis que la fin du film fait beaucoup plus film indépendant, et on voit que Richard Linklater a mûri aussi en termes de réalisation, en termes de comment montrer les choses. Il a fait plusieurs films entre temps, puisqu'il a
fait Before Sunset et Before Sunrise, entre-temps. Il a fait aussi tous ses films de rotoscopie. Je sais plus comment il s'appelle le premier, mais l'autre c'est Scanner Darkly. Et il a évolué aussi. Du coup, la réalisation a évolué aussi avec le film et au long du film. Et franchement, c'est une immense fresque sur l'enfance d'un petit bonhomme normal, quoi. Il lui arrive quelques merdes un peu énervées, mais globalement, c'est... Non, en vrai, parce que c'est juste ses parents qui divorcent, la pire merde qui lui arrive, mais c'est... Et il doit déménager souvent. Ah non, il avait un père violent aussi. Bon, je spoil pas, allez voir Boyhood. Mais c'est une fresque sur un garçon normal auquel je me suis clairement totalement identifié. C'est une belle histoire, Boyhood. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez ce que j'ai mis en numéro 1. Ou si vous avez suivi quelques-unes de mes vidéos. Mais... Où est-ce qu'il est ? Ah, je le trouve plus. Numéro 1. You wanted the prophecy. This is your prophecy. Young man came from hunting, faint and weary. I know what kind of a man you are. What is there, my lord, my dearie? I know your story. Behold, the man who pulled sword from stone. I'm not getting drawn into this mess. There's an army of you. There's only one of me. I'll talk. I'm happy to talk, but there is no way that I am fighting. This young man, he died fair soon by the light of the hunter's moon. Not by bow, yet by blade. So what happens now? You know what happens now. You're quickly becoming a legend. Le roi Arthur de Guy Ritchie. Oui, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que j'ai vu? Quel est ce film que j'ai vu alors? C'est... Je ne saurais... Je pourrais pas... Je vais vous raconter... Je vais vous blablater autour du film, mais je peux clairement pas vous dire précisément pourquoi Le Roi Arthur est mon film préféré de la décennie, et surtout mon film préféré tout court en vrai. Hein. Mais pourquoi il est mon film préféré de la décennie? Je me l'explique toujours pas et j'ai pas trop envie de l'analyser parce que j'ai aucune objectivité sur le film. Il est sorti il y a 2 ans et demi. Hein. Je l'ai vu 15 ou 16 fois. Clairement, et sa structure narrative me chope à tous les coups alors qu'elle est assez simple quand même. Il y a des révélations au fur et à mesure. Mais j'ai perdu toute objectivité donc j'ai même pas envie de l'analyser en fait. Si, j'ai envie de l'analyser mais je suis pas sûr de pouvoir. Donc Le Roi Arthur, c'est une nouvelle histoire du Roi Arthur qui est une nouvelle origin story au Roi Arthur faite par Guy Ritchie que vous connaissez sans doute pour avoir fait les Sherlock Holmes et Snatch. Souvent les gens connaissent que ça. Récemment il a aussi fait le remake live d'Aladdin que je n'ai pas vu. Et Guy Ritchie c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert cette année aussi. Enfin non, j'ai découvert il y a 2 ans, du coup, après Le Roi Arthur, c'est son premier film que je voyais. Non, j'avais vu Sherlock Holmes 2 avant. Et c'est un réalisateur qui a un montage très énervé, très rapide, ce que j'aime énormément, qui a un style de raconter les histoires, enfin, surtout Le Roi Arthur, ça a un style un peu des fois à la Soderbergh, dans Ocean 11, 12 ou 13, d'expliquer le plan en même temps que le faire, ça je trouve qu'en montage ça rend super bien, et c'est vraiment un truc de pur cinéma. Oui, c'est purement incroyable Le Roi Arthur, c'est une bouffée d'adrénaline, c'est pendant 2 heures, tu retiens ta respiration et tu t'arrêtes pas de la retenir. Pourtant il y a des moments un peu contemplatifs, notamment quand il se fait mordre par le serpent, où il voit des esprits de la forêt, là, des filles dans les arbres et tout, c'est de la pure contemplation, de la pure poésie, dans un film qui va pourtant à 100 à l'heure. Je comprends qu'on puisse pas trop rentrer dedans, parce que finalement on s'attache pas trop au personnage, puisque il y a une excellente vidéo de Filmento, je crois, qui est une chaîne américaine qui parle de cinéma. Je crois que c'est Filmento qui fait Analyse of the Failure. Bon, vous avez le lien en description, ou en fiche si j'ai la place, qui explique
qui lui trouve le roi Arthur un peu raté, notamment parce que c'est un film avec des moments. C'est pas un film à scénario, c'est un film avec des grandes scènes qui te tiennent en haleine et qui sont magnifiques, qui sont incroyables. Pas trop sur le développement de personnages et le développement de l'histoire. L'histoire est assez peu développée oralement, mais moi je trouve qu'elle est vachement développée visuellement, mais c'est peut-être parce que je connais le film par cœur aussi. Je vais raconter encore une anecdote. À la Comic-Con de 2016, de San Diego, Warner avait sorti 3 trailers. Le premier c'était Justice League, qui me hypait de fou à l'époque parce que le premier trailer est incroyable et donne vraiment envie de voir le film de Snyder. Mais Justice League, comme j'ai dit, m'a énormément déçu. C'est clairement, si je devais faire un flop 10 de la décennie, ce que je ne ferai pas parce qu'il faut rester positif, il en ferait partie. Le deuxième trailer était Kong Skull Island, qui avait l'air magnifique et incroyable et qui a vraiment l'air d'être la volonté artistique d'un réalisateur. Il s'est avéré que l'histoire était un peu trop convenue. Mais par contre, le film était magnifique, mais c'était un peu décevant. Et le troisième thriller, c'est un film qui avait l'air sympathique, qui avait l'air, ma foi, correct, qui s'appelait Le Roi Arthur. C'est devenu mon film préféré. Donc, voilà la petite anecdote, c'est que j'attendais pas du tout ce film. J'étais un peu hype, genre, ça avait l'air intéressant. J'ai été le voir en salle. Premier plan, il y a un éléphant géant qui marche avec un gros BOOM. Je dis, ça y est, c'est pour moi ce film. Et dès que j'ai vu au cinéma, je l'ai adoré. Et après, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai regardé des fois et des fois. Je vous dis, je suis pas une quinzaine. Le Roi Arthur, film incroyable. Bon, après ce top qui, avec le numéro, ne vous aura pas surpris si vous me connaissez vite fait ou si vous m'avez suivi un peu sur Twitter ou sur YouTube. On fait un petit bilan de l'année. Pourquoi pas, je vais vous dire les quelques films que j'ai beaucoup aimés. Je vais aller chercher ça. Donc, j'ai gardé 5 films, du coup, je vais juste parler des 5 meilleurs, mais sinon, si vous voulez savoir ce que j'ai vu dans l'année, j'ai vu Captain Marvel, qui était... Je vais faire rapidement sur ce que j'ai vu dans l'année, puis après, je vais passer un peu plus de temps sur le top 5. Captain Marvel, qui était pas le pire des Marvel, mais pas le meilleur, moyen, comme d'hab, chez Marvel. Vice, qui était nominé aux Oscars, que j'ai trouvé... qui était du même réalisateur que The Big Short, que j'ai mis dans mes mentions honorables, quand même. Mais là, je l'ai trouvé un peu trop pompeux et un peu trop complexe. Faudra peut-être que je le revoie. Spider-Man Far From Home, sympathique. Douleur et gloire de Pedro Almodovar, c'est le premier Almodovar que je vois et c'était cool. Enfin, ça me donne envie de voir d'autres trucs de ce mec. Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que je suis pas rentré dedans. Il est cool, hein, je l'aime bien, mais pas plus que ça. Avengers Endgame. Je reparlerai de Marvel un jour, mais c'était cool. Et oui, la petite larme à la bande Iron Man. Anna de Luc Besson, que j'ai trouvé vachement divertissant. Glass, que j'ai trouvé vachement intelligent. Genre, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un poster de Glass en plus, mais je le trouve très très bon. Franchement, Shyamalan, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'année dernière, par contre, ça, c'est sûr. J'ai découvert tous ses films d'un coup, et Glass ne m'a pas déçu, il est vraiment très bon. Ensuite, j'ai vu Rocketman, ce que Bohemian Rhapsody aurait dû être. Très très bon. Détective Pikachu, qui est magnifique, qui vraiment donne vie à l'univers de Pokémon, et ça c'est cool. Mais l'histoire est un peu trop simple, cliché classique. Creed 2, j'en ai déjà parlé un peu. Nous finirons ensemble, donc la suite des Petits Mouchoirs, que j'ai découvert aussi juste avant d'aller voir Nous finirons ensemble. C'est 2 films que j'aime beaucoup, mais je préfère Nous finirons ensemble, qui perd un peu de son intérêt, vu qu'il n'y a pas le drame qui entoure le feel good. Enfin, genre, c'est moins le cas ici, c'est moins dépressif, même s'il y a une tentative de suicide. C'est moins dépressif, c'est moins... c'est plus feel good, plus léger. Et j'aime beaucoup. Yesterday, qui est un excellent film de Danny Boyle, qui suppose que les Beatles n'ont pas existé, je le trouve très correct. Le Dain, qui est incroyable, genre c'est le premier Quentin Dupieux que je vois et je suis sur le cul, franchement il m'a foutu sur le cul avec Le Dain, c'est totalement absurde, c'est totalement génial. Green Book, qui mérite ses Oscars, et Hobbs & Shaw, très très bon divertissement, ce que Fast and Furious avait besoin pour se relancer un peu. Top 5 alors. Enfin, il n'y a pas de top. Bon là je vous les ai dit un peu dans l'ordre que je les avais mis du pire au meilleur. Mais le top 5 je saurais pas... Si, allez, on les classe, c'est pas grave. En 5 du coup, j'ai Le Chant du Loup.
parce que c'est du cinéma de genre, en France, qui a de la gueule, qui est fait comme un film américain, mais qui est quand même plus intelligent que Marvel ou n'importe quoi. Ça reste un film français, mais qui est vachement intelligent, dans un milieu qui est assez neuf, qu'on n'a pas trop vu en France, au milieu des sous-marins. Pourquoi pas? Et franchement, ça prend au trip, et le son est incroyable. Regardez le chant du loup avec un bon son. Parce que le son est clairement incroyable, et c'est vraiment un des gros bonus du film. En 4, j'ai mis Ad Astra, que je trouve a des problèmes, mais je m'en fous. Parce que dans Ad Astra, j'ai retrouvé beaucoup de choses de Blade Runner 2049 que j'avais moyennement apprécié. Mais j'ai retrouvé toutes les choses de Blade Runner 2049 que je retenais du film. Donc Ad Astra, c'est vraiment, pour moi, l'anti-Blade Runner 2049. Et c'est vraiment Ad Astra, j'ai accroché, Blade Runner, non. En numéro 3, Le Mans 66. Donc Ford v Ferrari de James Mangold. James Mangold est un réalisateur que je me suis rendu compte, j'adore beaucoup. J'aime bien ces deux Wolverine, ils sont vraiment de très bonne qualité. Et il a fait un film incroyable qui s'appelle Walk the Line, qui est le biopic de Johnny Cash, qui est mon artiste préféré, Johnny Cash, mais je l'ai vraiment redécouvert Johnny Cash avec ce biopic. Et du coup là, Ford v Ferrari de James Mangold, c'est encore une fois une réussite de ce réalisateur. J'aime beaucoup aussi Night and Day, pardon. C'est encore une fois une réussite de ce réalisateur. Il a géré sa race. Encore une fois, le son incroyable. Voyez-le avec un bon système sonore. Parce que clairement, c'est un des grands éléments du film aussi. Et l'histoire est simple, il y a des personnages un peu clichés, mais ça marche tellement bien, c'est feel good, c'est intéressant, c'est fascinant. Je pense, même si on n'est pas fan de voiture, l'histoire est fascinante et ce que ça raconte sur le sport et sur se dépasser les limites du possible même. J'aime beaucoup. En numéro 2, Joker. Parce que oui, c'est une pure réussite, Joker. C'est une immense réussite. Il y a tout qui marche dans Joker. Il y a des côtés que j'ai un peu de doute, notamment sur la représentation de la maladie mentale, que je trouve un peu parfois cliché, mais globalement dans l'ensemble ça passe. Et puis tout le grand message du film, anti-bourgeois globalement, hein, et gilet jaune, hein. Ça se dit sur Twitter ça, mais j'ai beaucoup adhéré au message du film, et c'est un film très intelligent qui sort un peu de nulle part, et c'est aussi pour ça que je soutiens Warner et DC, parce qu'ils tentent des trucs comme ça. L'an prochain, Birds of Prey, ça a l'air un peu dans le même style, pas dans le même style, mais dans le style, c'est un film de super-héros très indépendant et un peu d'auteur. Et Joker, ouais, ça a complètement marché. Le numéro 1 est totalement surprenant, je pense que vous ne le verrez pas venir. C'est Star Wars... Non, je rigole, c'est pas Star Wars 9. Star Wars 9, j'ai oublié de le dire d'ailleurs que je l'ai vu. J'aime pas. J'aime à moitié. Ah, on va pas parler de Star Wars. Retour à Zombieland. Pourquoi Retour à Zombieland est mon film préféré de l'année? Ben, Zombieland, premier du nom. J'ai passé tout mon adolescence à regarder ce film. Vraiment, je l'ai regardé pendant toutes les années 2010. C'est un film que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup l'humour. Les acteurs sont incroyables. L'histoire est simple, mais l'univers est tellement drôle et bon que vraiment c'est une comédie parfaite. Comment tu fais une suite à un film qui a un petit niveau de... Il est culte quand même, Zombieland, pour ceux qui l'ont vu. Comment tu fais la suite à un film comme ça 10 ans après? Eh ben tu fais la même chose en faisant quelques nouveautés. Pas comme Star Wars 7. L'exemple un peu poussé, parce que c'est pas du tout des films de la même ambition, mais je l'avais dit sur Twitter, mais pour moi, vraiment, Disney devrait prendre de la graine sur Retour à Zombieland, qui est produit par Sony, je crois. Parce que Retour à Zombieland, c'est vraiment la suite parfaite. Tu prends tous les éléments, toutes les alchimies des personnages de l'épisode précédent, tu les fais grandir, tu les fais mûrir ces personnages, tu fais évoluer les relations entre les deux films, puis tu casses ces relations pour qu'elles se refassent pendant le film. Et aussi tu changes, l'humour reste le même. Très brisage de quatrième mur et très deep des fois. Mais ils ont rajouté quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans Retour à Zombieland, de l'horreur. Genre, si vous l'avez vu, à un moment il y a un nouveau zombie qu'ils appellent les T-800, c'est des zombies très forts et qui esquivent les balles même. C'est des zombies très cheatés. Clairement la scène de fer en fait trop avec, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, l'installation, genre,
20 minutes avant dans le film, un moment dans le film, il y a quelqu'un qui parle de nouveaux zombies plus forts, plus puissants. Une demi-heure plus tard, le groupe avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Emma Stone croise un T-800. Et franchement, la musique s'arrête. C'est juste Woody Harrelson qui essaie de le buter, qui n'y arrive pas. Des frissons. Des frissons de... Pas de peur, mais ni d'angoisse, mais de mal-être, de dire « Waouh, c'est une vraie menace. La menace est réelle. » Et ça permet de... Même si c'est une comédie, ça permet de rentrer tous les enjeux là-dedans. Et vraiment, tu te dis « La menace est réelle, la menace est posée, elle est là, elle est violente, elle est dangereuse, j'ai peur pour les personnages, tout peut arriver. » C'est une scène de pure angoisse, qui vraiment pour moi, en plus, cette scène fait partie des scènes qui ont permis que Retour à Zombieland soit top 1 des films de l'année. Après, je sais pas si je le mettrais dans mes films de la décennie, par exemple. Je sais pas encore, j'ai pas assez de recul. J'ai vu qu'il y a quelques mois. Voilà pour le bilan de la décennie et de l'année 2019. Maintenant, on se retrouve très bientôt, sans doute tout de suite, pour la vidéo bilan de la chaîne, où je vais parler un peu de ce qui est sorti cette année, de ce qui va sortir l'année prochaine et des projets en cours. Voilà, c'est quoi votre film préféré de la décennie à vous? Je veux savoir. Écrivez dans les commentaires. Je vous suis, je vous lirai. Merci d'avoir suivi ce top de la décennie. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que cette année sera pleine de bonheur pour vous tous. Bisous!